Bonsoir, salut, comment ça va? Tout le monde tient le coup? J'espère que vous continuez à profiter de son confinement pour satisfaire votre curiosité scientifique. Pour ma part, je bosse de plus en plus sur ce podcast pour vous tenir occupé une petite heure chaque semaine et faire en sorte que cela continue le plus longtemps possible. En tout cas, soyons patients et solidaires jusqu'au bout, car oui, il y aura un bout. Je m'appelle Mélissa, je suis votre hôte et avec ce podcast, je souhaite vous faire découvrir le monde des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, plus communément appelés les STEM, à travers le parcours de femmes qui font la science d'aujourd'hui. Bienvenue dans la sauce Curie. Épisode 9, Amira. Amira est architecte système en sûreté de fonctionnement. Depuis toute petite, elle rêvait d'être ingénieure et docteur. En quoi, elle ne savait pas, mais elle a tout fait pour y arriver. Et c'est dans l'informatique appliquée à l'automobile qu'elle a trouvé son thème de prédilection. Elle nous parle de son fantastique parcours qui l'a emmenée jusqu'à donner une conférence à la NASA, et ouais, rien que ça. Elle nous parle aussi de son engagement associatif féministe, et notamment de l'association Elle Bouge, qui encourage les jeunes filles à se diriger vers les STEM, car les filles y ont carrément leur place. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir. Comment? C'est très simple, en lui mettant une bonne note, de préférence 5 étoiles, dans votre appli de podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, etc. et en laissant un commentaire sympa ou une suggestion. Si vous êtes vous-même une femme scientifique ou que vous connaissez des femmes scientifiques que vous souhaitez entendre dans ce podcast, vous pouvez me contacter directement par email à la saucecurie@gmail.com. Je serai ravie de vous répondre. Abonnez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta, pour ne rien rater de l'actualité du podcast. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Mais surtout, le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est encore le bouche à oreille. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode ou votre épisode préféré avec vos proches, famille, amis, ou à des personnes que vous pensez que ça peut intéresser. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, merci énormément, ça fait vraiment plaisir et j'espère que vous le serez de plus en plus. Voilà, c'est tout pour moi, il est donc temps que je vous laisse avec Amira. Bonne écoute. Salut Amira. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci beaucoup d'avoir accepté cette discussion, sachant qu'en plus tu es la première en fait que je connais un peu moins. On a un ami en commun, enfin une connaissance qui nous a mis en contact. Et je suis vraiment ravie de faire ça parce que ça veut dire que mon podcast commence à évoluer, c'est trop bien. Alors, comment tu t'appelles? Quel est ton âge si c'est pas indiscret? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'accord. Alors, je m'appelle Amira, j'ai 32 ans, j'habite à Toulouse et je suis architecte système spécialisée en sûreté de fonctionnement chez Continental à Toulouse. Ok. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je pense ce métier-là précis, tu ne l'avais pas en tête quand tu étais petite. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Alors, je voulais être ingénieure et docteur. Ok, d'accord. Voilà. Donc, tu avais quel âge? Parce que pour connaître le J'avais métier trop d'ingénieur... petit, à 5 ans, 6 ans, déjà, j'ai commencé Déjà, tu avais avoir l'idée d'ingénieur. d'ingénieur et docteur aussi. Ok, mais docteur médecin ou docteur Non, général? docteur en ingénierie, parce que j'avais envie d'aller jusqu'au bout, en fait. Enfin, de me spécialiser. Ok. Et voilà. Donc, Mais tu as entendu parler de ça comment? À quel âge qu'est-ce qu'ils font tes parents? Ils sont ingénieurs non, ils aussi? sont pas du tout. Non. C'est pas forcément. Ils sont pas forcément dans l'ingénierie. Après, j'ai entendu parler déjà des gens qui ont fait de l'ingénierie. Après aussi des gens qui ont fait des thèses et tout. Et donc du coup, ouais, j'avais envie de faire ça. Quoi. Voilà. Déjà dès 5-6 Ouais. ans? Ouais. Wow. Ouais, c'était. Ouais. J'étais très bosseuse en fait, pour dire. Ok. Toujours la première de la classe et tout ça. Donc, Ouais. Ok. Donc tu avais ça en tête et t'as jamais lâché quoi. Ouais, c'est ça, Ok. exactement. Ah, c'est cool. Après, en quoi, je savais pas. Ah oui, J'avais pas d'accord. vraiment une C'était une idée idée générale. précise. C'est ça. Ok. Ah, mais déjà, moi je sais pas si à 5-6 ans j'avais déjà entendu le mot ingénieur quoi. Enfin, Et ok. Ah, c'est génial. Et tu te rappelles de où est-ce que tu as entendu ce mot-là? Bah, À la il y a télé? déjà, enfin, oui, à la télé ou sinon dans la famille, il y a déjà des ingénieurs. Ah oui, C'est d'accord. pas forcément dans un domaine comme ce que je fais actuellement. Mais après, voilà. Donc,
D'accord, c'était pas tes En parents, fait. mais dans la famille un peu plus large, il y avait déjà des ingénieurs. Après, j'étais abonnée aussi à tout ce qui est Science et Vie, enfin des magazines comme ça. Et donc, Ah j'ai ouais, lu un petit peu et voilà, ça m'inspire, quoi. À l'époque, ok, ça m'inspirait. d'accord. Ouais, donc déjà, tu avais cette fibre scientifique à la base, Ouais, et donc tu as creusé et tu ouais. Mm. as percé. Après, au lycée, j'adorais tout ce qui est mathématiques aussi et physique, hein. Ok, Et donc, j'avais fait un bac S. Et ok. après, j'avais fait 2 années préparatoires en scientifique aussi, mathématiques, physique. Donc, Mhm. j'adorais les mathématiques, en fait, hein. C'était ma matière D'accord. préférée. Tu as fait option Et maths au après, bac, je voilà. suppose? Oui, Ouais, exactement. ok. Et tu as fait un bac sciences, donc SVT ou sciences de l'ingénieur? Sciences de l'ingénieur plutôt. Sciences de l'ingénieur, ok. Après, c'était pas en France, c'était en Tunisie. Mais après, le système éducatif, c'est pas très, très différent, on va dire. Ok, d'accord. Donc en Tunisie aussi, ils ont le Ouais, système donc, de bac scientifique, bac littéraire, exactement. etc. Exactement, ouais. Et il y avait SVT, sciences de l'ingénieur aussi, à peu près. Ouais, L'équivalent, quoi. exactement. Ah, Comme c'est ici. cool. Ok, cool. Et donc après le bac, qu'est-ce que tu décides de faire? Alors, déjà, je veux être ingénieure sans savoir c'est quoi la spécialité Donc là, tu exactement. sais toujours pas ce que Donc là, la spécialité. école préparatoire. On fait Ok, un peu de maths, un peu de physique, ok, généraliste. Et après les 2 ans, j'ai choisi de faire de l'informatique. ok. Donc pendant ton école prépa, tu as développé le goût de l'informatique et tu t'es dit, c'est là que je veux aller. Oui, oui, oui. C'était vraiment un domaine qui m'intéressait. De plus, quand même, enfin, maintenant l'informatique, ça touche beaucoup de domaines. On nous parle un peu à l'époque de début de l'intelligence artificielle et tout ça. Donc vraiment, c'est motivant, quoi. On sait très Mhm. bien que l'informatique, c'est pas comme avant. C'est pas juste développement d'une application. C'est pas juste ça, quoi. C'est tellement large que c'était motivant, quoi. Voilà. Ouais, tu voyais donc toutes les possibilités que tu pouvais faire Ouais, avec l'informatique. ouais, ouais, ouais. Ok. Et donc, comment tu as choisi ton école après l'école prépa? Alors, c'était toujours en Tunisie et c'était selon un classement en fait, hein. Donc, j'étais Ok. parmi les premiers en Comme en classement et donc France. c'était Ok. ouais, voilà. Et donc du coup, Mhm. j'ai accédé à la meilleure école d'informatique en Ok. Tunisie. Et après, la dernière année, troisième année d'école d'ingénieur, j'avais aussi fait un master en parallèle qui est Ok. en système et réseau. Et je me suis intéressée à la recherche. Ok. Et donc, j'ai postulé pour un stage fin d'études au CNRS hein, à Toulouse. Mhm. Et voilà, donc c'était vraiment le début de mon expérience académique et de recherche au CNRS. Ça a Ok. commencé par mon stage fin d'études ingénieur et mon stage fin d'études master aussi. Donc, tu étais dans ta dernière année d'école d'ingénieur. Et donc là, t'as la possibilité de faire aussi un master en recherche en parallèle, c'est ça? Oui, 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 Ok. oui. C'est, alors, c'est commun de faire ça ou En fait, c'est assez, oui, en France aussi, par exemple, à l'ANSET, ici, ou à l'INSA, à Toulouse, ils font aussi des doubles diplômes, on appelle ça. Hein. Tu Mhm. as le diplôme ingénieur plus le diplôme de master de Ok. recherche. Si tu as envie de faire une thèse après et tout, tu seras beaucoup plus prête, en tout cas, à commencer une carrière dans la recherche. Mais bon, après, c'est pas une condition sine qua non hein, pour faire une thèse. Hein. Avec le diplôme ingénieur, on peut accéder directement à une thèse aussi. D'accord, ok. C'est un choix. Ok. Donc en fait, c'est ta dernière année. Tu valides Mm. en même temps que tu valides ton diplôme d'ingénieur, tu valides également un master recherche, quoi. C'est ça, ouais. Ok. Exactement. Ah oui, donc c'est pas une année en plus que tu fais, c'est Non, en même temps. exactement, ouais. C'est au Ok. même temps. Ah, je Mm. savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah, c'est trop bien. Et Ouais. donc après, donc, tu as fait le master recherche parce que tu voulais faire la thèse derrière. Tu avais déjà l'idée de faire la thèse derrière. Oui, oui, oui. J'avais l'idée de faire une thèse derrière. Après, toujours, je ne sais pas sur quelle spécialité exactement. Je, enfin, euh, j'y vais, quoi. Et donc, du coup, je me suis informée. Hein,
je me rappelle au laboratoire ici au sein de la CNRS à Toulouse, c'est un grand laboratoire, il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de chercheurs invités aussi qui viennent aussi donner des conférences, que ce soit des vrais chercheurs académiques, un peu partout dans le monde, des Allemands, des Américains, etc. Ou sinon des industriels, en fait, des gens qui nous viennent de chez Airbus, de chez Renault, de chez Continental, etc., qui présentent un peu leurs travaux aussi de R&D, etc. Donc, je me suis intéressée à tout ça. J'ai assisté à beaucoup de conférences, séminaires, etc., pendant que je fais mes stages de master et ingénieur. Et après, ça m'a tilté la sortie de fonctionnement parce qu'il y a un pôle assez grand, en fait, au la CNRS. En fait, juste pour l'histoire, au la CNRS à Toulouse, c'était fondé, en fait, l'équipe par une personne qui s'appelle Jean-Claude Dapry, mort maintenant, ça date. Et cette personne-là, c'est la personne, en fait, qui est super connue dans le monde, qui a mis les fondements, enfin, les notions, le concept de sûreté de fonctionnement, avec tout ce qui est terminologie derrière, tout ce qui est best practice, enfin, tout ça, quoi. Donc, c'est quand même motivant de faire partie de cette équipe-là, quoi. Ils sont très, très bien câblés, quoi, sur le sujet. Sur l'expérience, quoi. Ok. Voilà. Et donc, j'ai choisi de faire cette thèse-là. C'était une thèse, en fait, qui est plutôt industrielle. C'est ça qui m'a attirée aussi, parce que, en fait, c'est vrai que je voulais faire de la recherche, je voulais faire une thèse et tout. Mais je n'étais pas décidée, est-ce que je reste dans la recherche académique, faire de l'enseignement et la recherche, ou aller dans l'industrie. Donc, c'est pour ça je ne voulais pas une thèse, en fait, fondamentale. Je voulais une thèse plutôt appliquée sur un vrai système avec un industriel, quoi. Donc, c'était le cas de ma thèse, en fait. Ok. Et comment Alors, donc, une fois que tu as ton master et ton diplôme d'ingénieur, donc, tu as cette idée de thèse, mais est-ce que... Donc, c'est en prenant contact directement avec le laboratoire que tu as réussi à avoir une bourse de thèse. Comment tu fais pour avoir ta bourse de thèse? Est-ce que c'est une thèse chiffre ou... Non, c'est pas une thèse chiffre pour mon cas. Il y a beaucoup de thèses chiffres aussi dans notre équipe, mais pour mon cas, c'était une bourse ministérielle. Donc, c'était sur un dossier, sur dossier avec les résultats, les bulletins de notes, enfin tout ça, des lettres de recommandation de tes encadrants au CNRS et tout ça. Donc, on dépose ça. C'est un couple, en fait, encadrant-candidat. D'accord, donc tu avais déjà en fait trouvé le laboratoire qui allait proposer cette bourse de thèse, entre guillemets. Exactement. Ok. Et après, on dépose ces dossiers-là et ils font leur choix à l'école doctorale. Elle fait son choix selon les dossiers des candidats. Ok. Et donc, quand ils choisissent le candidat, le sujet de thèse ou l'ensemble des deux si ça matche bien? C'est l'ensemble des deux, en fait. Ok. Donc, en fait, le sujet et le candidat. Ok, donc tu n'aurais pas pu avoir une bourse de thèse pour toi, mais sur un autre sujet. Non. Ok, ou inversement, quoi. Ils n'auraient pas pu choisir ce sujet de thèse avec un autre candidat que toi. Non. Ok. C'est vraiment, ça marche ensemble, en fait. Ok. Et pareil, et faire une thèse, en fait, après une école d'ingénieur, c'est pas... Enfin, j'en avais jamais vraiment entendu parler, parce que souvent, dès la sortie de l'école d'ingénieur, souvent, les gens peuvent trouver du travail très facilement, c'est ce qu'on dit. Oui, mais justement, c'était pas parce que, en tout cas, c'était pas parce que j'ai pas trouvé de travail. C'est au contraire, j'avais beaucoup d'opportunités. C'était pas vraiment par choix. Je voulais faire ça. Et d'ailleurs, j'étais pas la seule. Dans notre équipe, il y avait beaucoup de. C'était essentiellement des élèves de l'INSA, enfin des étudiants, pardon, de l'INSA ou de l'ENSETA, qui sont les deux, on va dire, meilleures écoles à Toulouse. Donc, ok, d'accord. J'étais pas vraiment l'exception. Ouais, ok. Et après, à Toulouse, vous êtes quand même bien lotis au niveau CNRS. Oui, j'avoue qu'on a de la chance. Pour avoir un échange comme ça, effectivement, entre les écoles d'ingénieurs et les laboratoires de recherche à Toulouse, c'est vrai que
Là-bas, c'est connu pour être un gros pôle technologique. Oui. Ouais. Et donc, tu as fait ta thèse, donc comme quand tu étais petite, ingénieur et docteur. Donc, tu as fait les deux. Voilà. Parfait. C'était quoi ton Voilà. sujet de thèse? Alors, c'était sur la sûreté des communications dans les systèmes de commande de vol. En fait, c'était appliqué au système de commande de vol de Airbus hélicoptère, parce que même si c'est pas chiffre, mais il y a toujours des coopérations en fait avec les industriels. Et Oui. donc Airbus hélicoptère, ils étaient très intéressés par mon sujet de thèse, donc ils m'ont un peu, on va dire, adopté. Et j'ai pu mettre mon approche en place dans leur système, la valider, etc. Voilà. C'est quoi la sûreté des communications en fait? C'est détection, tout ce qui est erreur en fait, pour ne pas envoyer des consignes, des fausses consignes qui peuvent amener à des crashs d'hélicoptères, etc. C'est entre les calculateurs du système de commande de vol de l'hélicoptère. Ok, donc c'est vraiment comment ça fonctionne entre les commandes physiques de l'hélicoptère et à l'intérieur, quels signaux ça envoie pour pas qu'il y ait d'erreurs de vol et de messages d'alerte en fait il n'y en a pas ou des choses comme ça. C'est ça. Et comme je suis informaticienne, donc je me suis focalisée sur la partie vraiment numérique, on va dire, pas analogique, pas physique, la partie logicielle. Tout ce qui est data échangé entre les calculateurs. Ok. Donc, à la suite de cette thèse, qu'est-ce que tu as fait? Alors, donc, déjà, pendant la thèse, j'ai eu la possibilité et l'opportunité de faire des conférences internationales, de voir des chercheurs. J'ai même fait une conférence, je me rappelle, où la NASA qui organise la conférence, c'était trop classe. Grave. T'as été à Houston et tout? J'ai un petit t-shirt et un petit truc là. Oh yeah. Ça, je garde pour toute la vie. Ah, tu m'étonnes. Et en fait, ça s'appelle DASC, la conférence. C'est une conférence sur l'aéronautique, l'avionique, mais aussi tout ce qui est spatial. C'est organisé par la NASA. Et vraiment, tu vois, des chercheurs, des industriels, voilà, ça te motive pour faire après la thèse. Ouais, c'est vraiment, un peu de sac. C'est vraiment ta thèse, c'était vraiment l'harmonie entre le côté industriel et le côté recherche, quoi. Oui, parce qu'il y a la partie recherche, je n'ai pas développé tout à l'heure, mais je travaillais quand même sur des aspects mathématiques, sur les codes détecteurs d'erreurs. Ça s'appelle les CRC, par exemple, Adler-Fletcher. C'est vraiment, j'ai travaillé sur la capacité mathématique à détecter des erreurs dans des signaux numériques. Et la capacité aussi à la complémentarité entre ces différents codes. Donc, il y a des maths, c'est pas des maths très compliquées, mais il y a des maths dedans. Mais aussi après, à la partie vraiment pratique, l'application, voir c'est quoi la spécificité du système, c'est quoi son comportement, c'est quoi les possibles erreurs, défaillances, est-ce que c'est humain, est-ce que c'est système, est-ce que c'est des défaillances qui sont vraiment faites exprès, enfin, c'est malveillantes ou sinon accidentelles, etc. Donc, tu travailles sur tout ça. Il y a l'aspect vraiment recherche qui touche ça. Quoi. Ok, ouais. Et voilà, donc après la thèse, j'étais très motivée pour aller dans l'industrie. Donc, tout en gardant un côté recherche aussi, ou tu as voulu complètement switcher vers l'industrie? Non, pas complètement switcher. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. En fait, j'essaye quand même de faire beaucoup de recherches. J'ai déposé pas mal de brevets. J'ai pas beaucoup d'expérience, enfin d'années d'expérience jusqu'à maintenant, mais j'ai beaucoup de brevets par rapport aux années d'expérience. Donc, je profite quand même de mon temps de la fin de journée ou le matin super tôt quand il n'y a personne pour trouver des idées, pour écrire des brevets, etc. Donc, je fais de la recherche. Donc en dehors de ton temps de travail, en fait, tu continues à faire un peu de recherche. Oui, mais après, c'est reconnu quand même par les sociétés. Donc, le brevet, ça appartient à l'entreprise. D'accord. Après, tu as des primes quand même de reconnaissance, d'encouragement. Donc le côté propriété intellectuelle, c'est l'entreprise, c'est pas toi. C'est l'entreprise, ouais. Non, ok.
Après, c'est avec mon nom comme auteur, Ouais, quand même, ok. mais la propriété intellectuelle, c'est l'entreprise. Ouais. Ok, ce qui fait que... Alors, comment ça fonctionne pour déposer un brevet? Alors, ça dépend des entreprises. Hein. Chaque entreprise a sa façon de faire, mais après, généralement, tu as un comité local pour faire l'état de l'art, pour être sûr que l'idée, ça n'existe pas ailleurs, etc. Et après, donc, on envoie le dossier, le brevet, la description à cette comité-là, et après, tu reçois un accord comme quoi c'est accepté à l'échelle nationale d'abord, et après à l'échelle internationale, si c'est voulu. Oui, si tu veux le protéger au niveau international C'est ça. également. Ouais. Puis Ouais. comme tu bosses dans des assez grosses compagnies quand même, je pense qu'international, c'est recommandé. Oui, oui, Ok. exactement. Ouais. Ok. Et donc, après la thèse, qu'est-ce que tu fais? Tu veux rester dans le côté industriel? Oui. Alors, après la thèse, en fait, il y avait Airbus Hélicoptère qui voulait me recruter, hein. Mais sauf que, enfin, pour des raisons personnelles, on voulait rester dans un premier temps à Toulouse, en fait. Ok. Et donc, j'ai fait un passage rapide dans une société SS2I, en fait, hein, qui s'appelle Assystem. Alors, SS2I. Société de service. Ok. Donc, tu travailles pas chez eux directement, en fait. Tu es embauché chez eux, mais pour travailler chez des clients. Prestataire, quoi. Prestataire. Ouais, j'ai travaillé en tant que prestataire. J'étais Project Safety Engineer, Manager, pardon. C'était chez Assystem, mais pour Synergect. Synergect, en fait, maintenant ils appartiennent à Continental. Okay. C'est la branche moto de Continental, en fait. D'accord. Des calculateurs de contrôle-commande pour les motos. Ok. Voilà, donc j'ai fait. C'était rapide, hein, c'était un passage rapide parce qu'il y avait PSA qui m'ont contacté entre-temps. Ok. Et le poste, il était un peu plus large, on va dire, hein, plus polyvalent. Donc c'est pour ça que je suis allée, même si c'était pas vraiment mon choix personnel de départ, hein, de quitter Toulouse. Hein. Mais okay. Voilà, je me suis dit, j'ai le temps, je suis jeune. Voilà, en plus, c'est pas très loin Paris, hein, ça va. Donc, ok, donc PSA, c'est anciennement Peugeot, c'est ça? Enfin, donc, c'est pas anciennement, mais en fait, c'est Peugeot, plus Citroën, plus Opel, et maintenant maintenant il y a Opel aussi, plus DS, pardon. Maintenant, il y a Opel, plus Vauxhall aussi. Ok, grosse, voilà, c'est une grosse compagnie. Ok, et donc ça, c'était sur Paris. C'était sur Paris. Ouais. Et c'était quoi ton rôle là-bas là Alors, mon premier poste, c'était pour faire de la conception fonctionnelle, hein, donc concepteur fonctionnel. Okay. Alors, donc concepteur fonctionnel, c'est quelqu'un qui prend tout ce qui est exigence en fait écrite au niveau client final. Donc, par exemple, le client final doit avoir accès à une radio dans son véhicule, doit avoir, par exemple, tout ce qui est fonction d'aide à la conduite, etc. D'accord. Qui est défini, spécifié par les gens qui sont plutôt au niveau service, hein, donc qui spécifient le service, l'environnement opérationnel, les performances au niveau, on va dire, du système. Après, le concepteur fonctionnel, il prend ça et il commence son architecture fonctionnelle. Donc, il dessine, il retranscrit en fait ses exigences dans le système véhicule. Ok. Entre les calculateurs, comment ça se passe, c'est quoi les interfaces fonctionnelles, etc. Il fait son architecture fonctionnelle. Et après, il envoie ça à ses collègues qui font plutôt de l'architecture technique et organique. Donc ceux qui vraiment, presque, qui font du code. Hein. Ok, donc parce que là, conception fonctionnelle, tu fais pas de code, vraiment. Non, on ne fait pas de code. Ok, donc c'est plus sortir un truc. Alors, je vais être très très grossière au niveau de la simplification du truc, mais c'est comme ça que je le vois. En gros, c'est tu vas faire des organigrammes pour en fait dire voilà, pour avoir ça à la fin, il faut commencer par ça, checker tel signal pour voir s'il n'y a pas d'erreur, et donc ensuite ça passe à telle autre étape
et etc. Oui, c'est pas faux en fait, c'est ça. C'est ça, mais après, avec un peu plus ou moins un peu plus de détails quand même, Oui, parce oui, qu'en fait, bien sûr. on écrit des exigences, c'est soumis quand même à un format strict, hein, il faut pas, enfin voilà. On écrit des scénarios fonctionnels. Pour certaines fonctionnalités un peu plus complexes, on fait du modèle aussi, hein, modèle Simulink par exemple, pour simuler un peu le comportement qu'on veut mettre dans notre système. Ok. Et après, on envoie ça, soit un dossier de spécification, soit un modèle Simulink, on envoie ça à nos collègues qui font plutôt la partie organique et la partie codage. Ok, parce que moi je pensais vraiment que ta partie déjà, c'était comment coder pour que ça... Voilà. Non, Ah oui, non. donc il y a vraiment plusieurs étapes. Il y a, en gros, ouais, donc le côté conception Ouais. fonctionnelle. Ok, d'accord. C'était mon premier poste en fait. Après, j'ai évolué pour faire plutôt pour être un peu plus polyvalente, on va dire. J'étais sur une fonction plus ou moins cadrée. Et après, j'ai pris un peu plus de domaines. Ok. Enfin, T'as voilà. pris un poste un peu plus à responsabilité, un plus haut. Responsabilité, mais pas managériale en fait. Je vais expliquer. J'étais D'accord. architecte en fait fonctionnelle, mais aussi solution manager en fait, on appelle ça. Parce qu'on est passé, en fait, solution manager, c'est très wording méthode agile. Hein. Ouais, oh là là, tu m'as perdu complètement. D'accord. En fait, j'étais la responsable, on va dire, de l'équipe de conception. Parce qu'en fait, dans l'automobile, on travaille généralement en équipe de conception. En fait, hein. On a des concepteurs des différents domaines. Parce qu'en fait, c'est tellement complexe le système qu'on a vraiment, on a beaucoup de corps de métier en fait. Hein. On a de la mécanique, on a de l'électronique, on a de l'informatique, on a de la sécurité, on a de la safety, on a des facteurs humains, enfin des gens qui sont spécialisés mais qui viennent des domaines complètement différents. Donc on met tout le monde autour d'une même table hein, pour concevoir un système, pour être sûr que ça marche à la fin. Et donc moi j'étais la responsable de ce groupe de conception. Okay. Donc, je suis garante de cadencement des activités, reporting au projet quand il y a des problèmes, mais aussi je suis vraiment la personne à laquelle on peut s'adresser pour poser des questions génériques. J'étais un peu le solution manager, enfin la personne qui connaît bien la solution ouais, d'accord. système, voilà, laquelle. Voilà, donc, en gros, tu étais un peu la chef d'orchestre pour coordonner toute l'équipe, tous les corps de métier, en fait, pour te donner le produit final. C'est ça. Ok. Chef d'orchestre, Voilà. ça marche. Super, ça me flatte. D'accord. Et donc, tu as fait ça pendant combien de temps? Alors, j'ai fait ça pendant 1 année et demie. Ok. Et après, on voulait rentrer à Toulouse. Hein. Ouais. Voilà, pour des raisons personnelles. Et voilà, maintenant je suis chez Continental en tant qu'architecte système. Donc je suis restée quand même dans le même domaine, on va dire. Mais plus spécialisée, je reviens à ma spécialité de départ, donc spécialisée dans la sûreté de fonctionnement. Parce que chez PSA, je n'ai pas fait juste de la sûreté de fonctionnement, j'ai fait un peu plus que ça. Ouais. D'accord, ok. Et là, je reviens dans la sûreté de fonctionnement. Ouais, non, je découvre tout un monde là, c'est génial et en même temps c'est passionnant, c'est trop bien. Ouais, est-ce que pendant ton parcours, que ce soit pendant tes études ou pendant ta vie professionnelle, est-ce que tu as eu des difficultés particulières? Oui, oui. Les difficultés, pour moi, c'est surtout quand on commence un domaine, hein, quand on ne connaît pas du tout. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu as un diplôme ingénieur, ok, tu es ingénieur, bravo. Mais après, tu ne maîtrises pas vraiment le corps de métier. Par exemple, si tu fais de l'automobile, si tu fais de la finance ou si tu fais de l'aéronautique, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut parce vraiment... que donc, à la sortie de ton école d'ingénieur, tu aurais pu faire n'importe quel domaine, tu étais apte. J'aurais pu travailler dans une banque, dans un hôpital ou, ou dans un groupe industriel en fait. C'est vraiment, on est généraliste hein, au début.
Et donc, du coup, déjà, quand j'ai fait ma thèse, je me suis trouvée dans le domaine aéronautique. C'était tout nouveau pour moi. Et c'est un domaine très, très... il y a beaucoup de codes, en fait. Il y a beaucoup de normes. Il faut vraiment être super curieuse et ne pas hésiter à lire, à fouiller, même des standards de 400 pages, des trucs comme ça. Donc, les manuels de l'utilisateur. C'est ça, pour maîtriser, pour comprendre un peu, parce qu'il ne faut pas proposer une solution qui n'a rien à voir avec les contraintes du coût, prestations, etc. du système. Hein. Donc, il faut avoir quand même cette maîtrise-là. Donc, au début, c'était compliqué, mais après, il suffit d'être curieux, en fait, hein, et ça viendra, en fait, petit à petit. C'était pareil aussi dans l'automobile. Hein. Quand j'ai commencé l'automobile, je ne connaissais pas du tout une voiture, l'informatique, qu'est-ce que ça fait dans une voiture, etc. Enfin, c'était complètement... Mais bon, j'ai tenté quand même le coup. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et bien sûr, moyennant les formations aussi, hein, il ne faut pas hésiter à s'inscrire. Hein. Ce qui est bien dans les groupes industriels comme ça, ils fournissent beaucoup de formations, en fait. Hein. Si tu es informaticien, tu peux faire des formations en électronique, en mécanique, je ne sais pas quoi. Enfin, il y a beaucoup de formations. Il suffit d'être curieuse, en fait. Hein, parce qu'il y en a qui ne le sont pas vraiment et c'est dommage, quoi. On reste dans notre petite case, là, et c'est pas bien. Voilà. Ok, et donc, en fait, dans les grands groupes comme ça, ils donnent des formations internes, en fait. Oui. Ok. Qui sont intéressantes. Ouais. Ah, c'est trop bien, ça. Oui, parce qu'en fait, c'est quand même des domaines super pointus. Il faut avoir quand même un minimum de connaissances parce que, en fait, pour pouvoir travailler avec des gens c'est des mécaniciens, des électroniciens, je sais pas quoi, il faut quand même avoir le petit le petit dictionnaire pour comprendre un peu. Même si tu vas pas maîtriser, hein, c'est chacun son rôle, mais au moins comprendre un peu c'est quoi les codes des métiers. Pouvoir interagir avec ce monde-là. Un minimum de vocabulaire, quoi. C'est ça. Ouais. Pour se comprendre les uns les autres. Donc, vraiment, la découverte d'un monde inconnu, c'est un peu impressionnant, quoi. Ouais, c'est une difficulté technique, mais après, ça viendra petit à petit. Hein. Mais après, il y a aussi d'autres difficultés. Hein. Par exemple, le fait de travailler dans un domaine international avec des gens de cultures différentes, avec des clients asiatiques, européens, américains, c'est pas exactement pareil. Donc, il faut aussi maîtriser les différences culturelles, hein, parce qu'il y a beaucoup de négociations. Hein. Quand je dis ça, c'est parce que derrière, il y a beaucoup de négociations en fait sur le coût, sur le package là, qu'on vend à chaque fois quand tu es client, le package que tu t'achètes hein, quand tu es industriel, constructeur, hein, en face de tes fournisseurs. Donc, il faut maîtriser quand même hein, les différences culturelles. Donc ça, c'est une petite difficulté, mais ça s'apprend aussi. Et il y a aussi des formations. Hein, ah ouais, ils forment aussi. Dans les entreprises. Okay. Ouais. Et tu as un exemple justement de différences culturelles qui auraient pu, je sais pas, amener un quiproquo ou Oui, par exemple, on va dire selon les constructeurs, hein, par exemple, on va dire les constructeurs allemands, il faut avoir vraiment les codes un peu théoriques, on va dire, il faut être très câblé, avoir des vrais arguments, même académiques, hein, ils sont très... moi, j'étais agréablement surprise hein, quand je travaille chez Continental, qui est une entreprise allemande, donc il y a beaucoup d'Allemands, hein, on a beaucoup de collègues allemands. Et moi, je le vois positif plutôt, même s'il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais le côté académique, hein, le fait de se référer, par exemple, à des papiers existants, des articles et tout ça, pour justifier une solution que tu proposes à ton client. Ça, c'est allemand, par exemple. C'est typiquement allemand. D'accord. Et donc, en tout cas, pour moi, c'est tant mieux. Oui. Moi, je suis dedans, donc ça me va. Oui, avec ton background recherche, au final, toi, tu es plutôt à l'aise avec ça, quoi. Oui, mais après, il y a des gens, enfin, ça peut surprendre, par exemple, des gens un peu plus pragmatiques, par exemple les Français, ça peut les surprendre de proposer une solution en faisant référence à un papier académique, en fait. Ça peut surprendre. Ok. On a un truc un peu plus industriel, un peu plus
prouver vraiment par l'usage, etc. Donc, c'est pas pareil, c'est pas le même vraiment mindset. D'accord, ok, Après, j'ai pas envie de faire des clichés, hein, c'est juste Oh, oui, quelques non, expériences oui, là. voilà, Voilà. c'était un exemple, mais oui, c'est sûr que la culture des personnes va influer parce que effectivement, enfin, les différents pays n'ont pas la même manière d'enseigner, donc. Après, le background aussi, hein, c'est pas la culture forcément, mais par exemple, les Allemands, ils sont beaucoup, on trouve beaucoup de doctor engineers. Ok. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui font des doctorats après. C'est pas le cas, donc c'est aussi ça qui fait que après, c'est des gens qui sont très dans la recherche aussi. Ouais, Voilà. c'est ça, c'est aussi la manière d'enseigner dans chaque pays qui est différent, et donc ça amène forcément des différences dans C'est les ça, ouais. applications et à la manière de travailler derrière, quoi. Ouais. Après, une troisième difficulté, on va dire, hein, c'est dans un domaine comme ça, il ne faut pas avoir peur d'être la seule femme dans une réunion où il y a des dizaines d'ingénieurs et tout ça, hommes. Oui. Donc, il ne faut pas... Ça allait être justement une de mes questions un peu plus précises, le fait justement d'évoluer dans un milieu très masculin comme ça, surtout l'automobile. J'imagine tout de suite que il n'y a pas beaucoup de femmes autour de toi, surtout tu as l'air d'avoir quand même un poste d'organisation et décisionnel assez important. Comment tu justement et comment tu as réussi à t'imposer en fait face à ces mecs? J'avoue que j'oublie j'oublie la différence entre moi et mes collègues, le fait que je suis une femme, je l'oublie complètement en fait. Hein. D'accord. Déjà, j'aborde mes activités, les discussions en réunion et tout. Je me dis jamais que oh là là, ben, je suis la seule femme ici. Ah non, non. Non, voilà, ça il t'as faut jamais juste fait. s'imposer normalement. Ok. Voilà quoi. Et après, je suis quand même assez féministe, hein. Je ne le cache pas. Depuis que j'étais en Tunisie, hein, petite, hein, je faisais partie d'une association féministe. Hein, et en Tunisie, on en a beaucoup plus besoin qu'ici, hein, qu'en France. Et donc, du coup, j'ai jamais senti cette différence, on va dire, cette infériorité par rapport aux hommes, au contraire. Hein, Et t'as jamais eu de remarques de leur part ou ce genre de choses? Parce que tu vois, tu débarques et est-ce qu'ils sont surpris de voir une femme? Est-ce qu'ils ont un regard un peu différent? Au début, ils sont surpris, mais après, une fois tu fais tes preuves, après ça, ils oublient aussi. Hein, donc, même, tu subis des blagues un peu de mecs, un peu. Ouais. Mais bon, après, franchement, ça reste des blagues, c'est bienveillant hein, généralement. Et voilà, donc. Le fait que de base, toi, t'arrivais et tu te posais pas la question, t'y allais, tu t'affirmais. C'est ça, tu t'imposes. Au final, eux, ils n'avaient pas le temps de se poser la question non plus. C'est Et hop. ça. Exactement, ouais. Ok. Exactement. Ah, mais c'est plutôt cool, justement, si t'as pas trop ressenti. Bon, forcément, le côté sexisme ordinaire, ça, je pense que dans n'importe quel métier, on l'aura. Mais autre que ça, en fait, il n'y a pas eu plus. T'as pas Non, ressenti j'avoue vraiment que quelque j'ai de chose la chance. J'ai de la Ouais. chance d'être entourée par des gens quand même qui sont bienveillants, qui sont voilà, j'ai jamais senti que je suis inférieure ou je sais pas quoi parce que je suis une femme dans un domaine de mec. Non. Ça t'a pas, oui, t'as jamais eu des remarques au point de te décourager ou ce genre de Ah non, choses? non, pas du tout. Hein, non, non. Au contraire, j'ai l'impression au contraire, j'ai eu beaucoup d'encouragement et beaucoup de chefs et tout qui disent super, maintenant on a des femmes, ils sont super, super contents en fait. Hein. Au contraire, c'est plus des motivations et des encouragements qu'autre chose. Quoi. Ouais, donc il y a vraiment cette volonté quand même de recruter plus de femmes, que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des femmes qui arrivent maintenant dans le domaine. Quoi. Oui. Ouais, non, c'est cool. Et ça, c'est quelque chose que j'entends de plus en plus. Donc, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Ouais, non, c'est clair. Cool. Et toi, est-ce que tu avais des a priori par rapport justement à l'automobile comme après, tu vois, tu connaissais pas l'automobile, tu connaissais pas l'aérospatiale et des choses comme ça. Non, franchement, non, j'ai jamais peur en fait hein, des trucs comme ça. En fait, je suis très curieuse, je me donne à fond aussi. Hein, j'avoue que ça vient pas comme ça aussi. Il faut bosser, il faut vraiment
se donner du mal parfois pour y arriver. Mais après, j'avais pas des a priori, parce que déjà quand j'étais à l'école d'ingé, j'étais majeure de promo, donc avec des mecs. Donc je me suis dit, c'est pas maintenant que... Voilà, ça m'a pas fait peur. Non. Ouais, c'est vrai que dès la prépa, puis même je pense dès le lycée, si tu as fait sciences de l'ingénieur, tu étais déjà une des seules filles. Habituée, Ouais, c'est ça. ouais. Et ça, justement, au lycée, les premières fois où tu étais en minorité par rapport aux garçons, ça t'a pas fait peur non plus? Ça t'a pas... Non. Non, peut-être au début un peu, je me rappelle plus, mais après, on s'habitue en fait, et Ouais. ça devient naturel. Mais bon, après, je suis très contente quand il y a des nouvelles filles en fait qui Ouais. qui rejoignent quand même nos équipes et tout ça. Ça me fait plaisir quand même. J'essaie d'encourager les filles qui viennent et tout ça. J'essaie de les former, les encadrer. J'avoue que je les chouchoute un petit peu. Ouais. Non, mais si, justement, c'est cool de poser un environnement agréable, en fait, justement, pour les filles, pour que y ait justement cette sororité, entre guillemets, qui s'installe. Elles se découragent pas. Pour que tout le monde soit à l'aise, en fait, au final. Parce que c'est vrai que ça peut faire peur, en fait, d'aller dans un monde de mecs, entre guillemets. Oui. Parce que est-ce que je vais pas me prendre des remarques? Est-ce que je vais être jugée? Est-ce que tout ça, je trouve que c'est impressionnant, quoi. Oui, et c'est dommage parce que ça prive beaucoup de filles de vraiment rejoindre ces domaines-là. C'est dommage, quoi. C'est pour ça, en fait, depuis quelques mois, je fais partie d'une association, Elle Bouge. Je sais pas si... Oui. Voilà. J'ai découvert justement avec le podcast, il y a une de mes amies qui m'a dit ouais, regarde cette association. C'est vrai que ça, elle a l'air géniale. Ouais, c'est très cool en fait, Ouais. ce qu'ils font. Et vraiment, c'est Continental, ils ont une super antenne en fait. Les filles font du super boulot. Mais moi, c'est tout nouveau, donc j'ai pas vraiment fait des contributions, mais je suis très motivée. D'accord, ouais, donc si j'ai bien compris, donc le système de Elle Bouge, et donc je mettrai les liens dans les notes du podcast pour que les gens puissent aller voir cette association qui est géniale. Donc en fait, c'est un système de marrainage, j'ai bien compris, Oui. c'est ça, donc des femmes comme toi qui sont ingénieures, qui ont un poste en fait dans les entreprises privées. J'ai l'impression que c'est plus privé. Ouais, c'est ça, le côté ingénieur technique plus, donc il y a des grosses boîtes comme Automobile, il y a aussi la SNCF, je crois, il y a Veolia, enfin ce genre de grosses boîtes. Donc les femmes sont des marraines d'étudiantes collège, lycée après, pour justement les aider dans leurs études, c'est ça? Non, c'est pas pour les aider, c'est plutôt les encourager à faire des cursus scientifiques, d'ingénieur, de travailler dans l'industrie plus tard, etc. Par exemple, en fait, tu peux être marraine ou relais si tu n'es pas ingénieur. Si tu fais de la communication, RH, etc., tu peux être relais en fait. Tu mets en place... enfin, c'est vraiment de l'aide et faciliter en fait la prise de contact entre les étudiants ou les étudiantes ou les élèves et les ingénieurs de l'entreprise dans laquelle tu travailles en fait, quand tu es relais. Mais bon, on va se concentrer sur la partie marraine, parce que je suis marraine. En fait, ce que font les marraines, c'est soit aller dans des écoles, des lycées, des universités, des écoles d'ingé, etc. Soit aller sur place, donc une marraine ou un ensemble de marraines. Elles organisent une journée pour expliquer ce qu'elles font, encourager les étudiantes ou les élèves, etc., à faire des parcours comme ça. Donc vraiment, la présence... C'est comme tu fais avec ce podcast-là, donc expliquer un peu les parcours, donner envie à celles qui sont là, quoi, pour faire pareil. Soit faire des journées portes ouvertes, en fait, au sein de l'entreprise, par exemple Continental, parce que tous les ans, ils font des journées portes ouvertes.
une journée porte ouverte, avec plein d'activités, avec découverte, par exemple, de ce qu'on fait, même on montre des systèmes, des calculateurs, des trucs comme ça, montrer la ligne d'assemblage, par exemple, dans une usine, montrer tout ça, faire des activités un peu aussi ludiques, un petit code, un petit truc, et montrer que ça fonctionne, enfin, voilà. Et pour motiver justement les jeunes filles pour faire ces métiers-là. Et donc, c'est des classes qui viennent visiter? Oui, c'est des classes. Ou d'elles-mêmes, en tant que particulier, tu peux y aller comme tu visiterais une école? Non, c'est Non plutôt avec des organisé avec des classes, quoi. établissements. Ouais, Ok. avec des établissements plutôt. C'est plutôt comme ça, ouais. Trop bien. Et donc, il n'y a pas de... Parce que moi, je pensais au début que c'était parrain, enfin, pas parrain, mais marraine filleule, où il y avait un lien particulier entre une personne et une personne. Non, de ce que j'ai vu, parce que ça fait pas longtemps que j'appartiens à cette association, donc, mais de ce que j'ai vu, c'était pas des liens vraiment one-to-one. Non, D'accord, c'est ok. plutôt voilà. Ouais, pour montrer en général et en... ok. Ouais. D'accord. Et donc ça peut enchaîner sur ma prochaine question qui est plutôt pas mal. Est-ce que tu as eu, toi, parce que donc avec l'association Elle Bouge, t'es un peu comme un rôle modèle en fait en tant que marraine. C'est ça en gros, c'est servir de rôle modèle aux jeunes filles pour les inciter dans cette éducation. Est-ce que toi, tu as eu des rôles modèles ou des inspirations comme ça pour garder cette motivation que tu as eue depuis toute petite justement? Oui, oui, j'ai eu quelques. Quand j'étais petite, c'est plutôt des rôles des Einstein, quoi. C'était ça mon Ah modèle. ouais, directement, quoi. Non, Einstein. Non, mais c'est cool. Non, mais quand j'étais petite, oui, c'était vraiment. Je vois un peu les scientifiques, je sais pas, Marie Curie, je sais pas, voilà. Ouais, donc les vraiment grands, des gens les comme grands ça, quoi. noms de la science. Oui, Ok. à l'époque, j'étais pas très réaliste dans mes rêves. Non, mais c'est une inspiration comme une autre, hein. Justement, ils servent à ça aussi. Donc voilà. Après, petit à petit, quand j'ai commencé un peu, c'était vraiment, par exemple, mes profs déjà à l'université, enfin à l'école d'ingé. Après, c'était mes encadrants au CNRS. Il y avait une femme qui s'appelle Karma Kanoun, qui était vraiment la directrice en fait de l'équipe de recherche à mon époque, parce que ça change, de l'équipe de sûreté de fonctionnement et tolérance aux fautes au CNRS. C'était une femme qui a fait l'ENAC à Toulouse et après qui a fait une thèse la CNRS. Et elle me racontait qu'à son époque, elle était la seule femme à l'ENAC. Enfin, c'est vraiment... c'est un vrai modèle en fait. En plus, elle est très bien, elle est connue. À chaque fois quand je fais une conférence et je croise des chercheurs dans le monde, vraiment c'est quelqu'un de très connu. Donc voilà, c'était un modèle. Et après, quand j'ai commencé aussi mon expérience industrielle aussi, j'ai eu aussi l'opportunité et l'occasion de travailler avec des gens très, très brillants, que ce soit chez PSA ou chez Continental maintenant. Ouais, donc c'est au fur et à mesure de tes rencontres, en fait, il y a eu une sorte de mentors, en fait, qui sont arrivés au fur et à mesure. Oui. Et ça, c'est très important. La notion de mentor, moi, j'adore. Et c'est très important, vraiment. Quand on est jeune et quand on commence, même si tu as toute... en fait, tu es motivé, tu as toute la motivation du monde et tout ça. Si tu n'as pas un mentor derrière qui croit en toi, qui te pousse et qui t'aide à réussir, c'est pas évident en fait. Donc c'est vraiment le rôle de mentor, c'est très important et c'est ce que j'essaie en fait de communiquer dans les entreprises. En fait, j'essaie de dire que il faut avoir des managers, mais aussi des mentors, parce que manager, c'est pas juste pour valider tes congés et et juste les heures là de travail, je sais pas quoi. Non, c'est vraiment être un mentor, c'est une qualité qui n'est pas donnée à tout le monde, mais c'est très important pour en tirer le maximum et le meilleur des jeunes. En fait. Voilà. Et donc, comment trouver justement son mentor? Un peu de chance aussi, parce que parfois Ouais. on a de la chance, on tombe sur des gens qui ont cette qualité-là, qui sont bienveillants, qui savent encourager, qui ont cette sensibilité-là.
J'avoue que oui, après c'est une affinité aussi, parce qu'on est sur la même longueur d'onde avec ses chefs, son chef de projet ou pas. Voilà, c'est une affinité Ouais, parce qu'on qu'au découvre au final, fur et à mesure. Mhm. en fait, le rôle de mentor, c'est pas forcément. Ça peut ne pas être forcément ton manager ou ton N+1, ça peut être quelqu'un Non, non. d'autre d'une autre Oui. équipe. Oui, ça peut être un chef de projet, ça peut être un collègue aussi, tout court, un collègue qui a un peu plus d'expérience ou voilà que toi, donc qui peut être ton mentor. C'est pas forcément ton chef. Ok. Et généralement, c'est pas ton chef. Oui, ouais, c'est peut-être même mieux que ce soit pas ton chef. Oui, exactement. Ouais. Okay. Et donc, quel conseil, c'est ma dernière question, quel conseil tu donnerais à une ado justement qui veut se lancer dans un domaine comme le tien? Il faut se lancer. Il faut se lancer, il faut pas avoir peur, il faut être curieuse, il faut vraiment il faut se renseigner. Il faut pas rester dans. Moi, je trouve que parmi les facteurs de la réussite, en fait, pour être vraiment, parce qu'on peut réussir, mais pour être vraiment brillante et faire quelque chose de sympa, il faut être un peu polyvalente, en fait. Il faut s'intéresser à beaucoup de choses, ne pas rester dans sa case, là, exécuter juste les tâches qu'on te donne, etc. Donc ça, c'est vraiment la clé de la réussite. Et c'est pas juste dans le domaine professionnel, en fait, dans la vie professionnelle, même avant, quand on fait nos études et tout ça, s'intéresser à faire des langues, enfin, à apprendre des langues, par exemple, ça peut aider aussi à faire un super parcours, etc. Donc, être ingénieur, c'est pas juste des mathématiques ou des physiques ou je sais pas quoi, il faut aussi avoir un bon background différent, polyvalent. Ouais. Ok. Est-ce que ça, les langues, ça t'a... Oui, ça m'intéresse. C'est quelque chose. Enfin, j'ai appris un peu d'allemand, mais là, j'ai oublié. Il ne faut pas me dire de parler là tout de suite. Ne t'inquiète pas, j'ai fait 7 ans d'allemand, collège-lycée, je ne me rappelle de rien. Voilà, Guten Morgen, wie Scheiße, Mira, et c'est tout. Bah voilà, basique, pareil. Mais bon, voilà. À l'époque, j'avais un diplôme à un peu d'institut et tout ça, j'étais à fond et tout, mais je n'ai pas pratiqué depuis, parce qu'on parle en anglais, même si c'est une entreprise allemande maintenant, mais on parle anglais entre nous. Ouais. Voilà. Donc les langues, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai envie d'apprendre l'espagnol, même si j'ai 32 ans. Mais... écoute, il n'est jamais trop tard pour apprendre voilà. une nouvelle langue. Voilà, donc oui, j'aime bien les langues. Ok. Est-ce que tu avais des sujets que tu voulais aborder, qu'on n'a pas abordés? Non, mais peut-être tout à l'heure, j'ai oublié les difficultés. Là, il y a beaucoup d'autres difficultés en fait dans le travail. Par exemple, quand on travaille dans un domaine comme la sûreté de fonctionnement qui coûte cher en fait à l'entreprise, c'est vraiment demander de la redondance. Au lieu de mettre un calculateur, tu mets 2. Au lieu de mettre un faisceau, tu mets 2 dans l'avion ou dans la voiture, ça coûte cher en fait. Donc le chef de projet, il fera la gueule peut-être. Ok. Et donc du coup, il faut vraiment argumenter, monter des QCDP, des comparatifs et tout ça, et être vraiment armé d'arguments pour ça. Donc ça peut être une difficulté aussi, parce que c'est un travail surtout dans l'automobile, dans l'avionique, c'est un peu plus, on va dire, ils ont un peu plus de budget, ils ont un peu plus de nombre d'années sur un projet. Par contre, sur l'automobile, en 3 ans, il faut sortir une voiture avec 36 000 nouvelles fonctionnalités, etc. Le coût, c'est très important en fait. C'est vraiment, on négocie le 1 euro près en fait du produit. Et là, parce que vraiment, c'est de la production en chaîne de masse, quoi. Donc, exactement. Vraiment la réduction de prix, c'est vraiment l'ultime objectif des chefs de projet, etc. Donc, il faut vraiment être armé d'arguments pour leur dire que voilà, c'est ça la solution. Et il faut mettre cette solution en place parce que sinon, il y a des risques de sûreté, etc. Il faut être armé vraiment. Ok. C'est une vraie difficulté. Bah écoute, on va finir là-dessus, c'est très bien. Merci beaucoup Amira, c'était super sympa, c'était très intéressant. À la prochaine. Oui, merci beaucoup et merci pour ça, pour ce podcast, c'est super. Merci, je t'en prie, j'essaye de continuer.
Voilà, je fais ça sur mon temps libre, donc je vais essayer de continuer. Ça marche. Bonne continuation. Et bonne Salut. journée. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Amira pour sa confiance. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à lui laisser une bonne note. Encore une fois, tous les liens sont dans les notes de cet épisode. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la science est partout, surtout en vous. À la semaine prochaine, ciao!